Alors que la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia a de nouveau été déconnectée du réseau électrique ce samedi, la Turquie propose sa médiation sur ce dossier. Les funérailles du dernier dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, ont eu lieu samedi à Moscou en l'absence de Vladimir Poutine. Le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice s'ouvre ce lundi. En l'absence de l'auteur des faits, les victimes disent ne pas en attendre grand-chose. Une résolution qualifiée d'historique vient d'être adoptée par les Nations Unies sur l'accès à la justice pour les rescapés de violences sexuelles. L'ONG Greenpeace a jeté en mer de gros blocs de pierre au Royaume-Uni pour protéger des zones marines des énormes filets utilisés dans la pêche au chalut de fond. La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par les troupes russes depuis mars dernier, reste au cœur des préoccupations. Ce samedi, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont des experts se trouvent sur place, a déclaré dans un communiqué que la centrale a de nouveau perdu la connexion au réseau électrique après de nouveaux bombardements dans la zone. Ce samedi toujours, le ministère russe de la Défense a affirmé que Moscou avait repoussé la veille une tentative d'assaut des forces ukrainiennes pour s'emparer de la centrale. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé à son homologue russe Vladimir Poutine la médiation de la Turquie pour aider à résoudre la crise autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ankara a l'intention de présenter une proposition qui prévoirait, comme lors de l'accord sur les céréales, la création à Istanbul d'un bureau dédié au dialogue. Sur place en Ukraine, l'inquiétude règne au sein de la population dans les localités voisines de la centrale, comme ici à Zoria. Le plus effrayant, c'est la centrale, parce que les enfants et les adultes seraient touchés. Et c'est effrayant si la centrale nucléaire explose, elle est proche du village. Par précaution, les autorités ont distribué des comprimés d'iode aux habitants de la région, et notamment ici à Zaporizhzhia, situé à environ 50 km de la centrale. Les écoles où les enfants allaient en cours il y a encore quelques mois ont été transformées en centres de distribution des comprimés. Des milliers de Russes ont fait leurs adieux samedi à Mikhail Gorbatchev lors de funérailles marquées par l'absence de Vladimir Poutine. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique a été enterré au cimetière Novodievitchi à Moscou, aux côtés de son épouse Raïssa, décédée en 1999. Il est pour certains le symbole d'une Russie qui s'est ouverte au monde au début des années 90. Nous sommes venus rendre hommage au véritable homme qui était Mikhail Gorbatchev, nous dit cette femme. Il faudrait plus de gens comme lui dans notre histoire. C'est grâce à lui que nous avons eu la perestroïka, la restructuration, l'accélération et la glasnost, la transparence. Nous avons besoin de ce genre d'hommes politiques pour régler la situation dans notre monde au bord de la Troisième Guerre mondiale. Plus tôt dans la journée, sa dépouille avait été exposée dans la maison des syndicats à Moscou, lieu emblématique où les funérailles de Joseph Staline avaient été célébrées en 1953. Viktor Orban a été le seul dirigeant étranger à faire le déplacement. Le Premier ministre hongrois a salué un homme qui a permis de se débarrasser du communisme pacifiquement sans effusion de sang. Autre personnalité présente, Suzanne Massie, ancienne conseillère du président américain Ronald Reagan, qui a eu un rôle important dans les relations entre les États-Unis et l'URSS. C'était il y a un peu plus de 6 ans, le 14 juillet 2016 à Nice. 86 personnes perdaient la vie et 450 autres étaient blessées, fauchées par un camion fou sur la promenade des Anglais. Ce lundi s'ouvre à Paris le procès de cet attentat djihadiste, le second plus meurtrier de l'histoire française, qui a marqué la ville et endeuillé des centaines de familles. On veut comme tout le monde la vérité et puis connaître exactement le point de vue de chacun, les responsabilités de chacun. Je voudrais juste savoir pourquoi il a fait ça et c'est tout. L'auteur des faits, Mohamed Laouache Boulel, un Tunisien de 31 ans, sera le grand absent des débats. 8 de ses présumés complices comparaîtront en revanche devant la cour pour essayer de comprendre comment une telle attaque a été rendue possible. L'attentat de Nice est un attentat qui a déjà été oublié. On va peut-être en reparler là parce qu'il y a le procès qui ouvre. Moi, je l'ai dit à pas mal de monde. Pendant les élections présidentielles, sur pas mal d'émissions de télévision, il y a eu pas mal de politiques qui sont intervenus. Systématiquement, quand on a parlé d'attentat, l'attentat de Nice était systématiquement oublié. En l'absence de l'assaillant, les victimes et leurs proches disent ne pas attendre grand-chose du procès.
Mais son utilité est peut-être ailleurs, la construction d'une mémoire collective, comme l'a évoqué l'ancien procureur de Paris, François Molins. C'est une résolution qualifiée d'historique par les activistes qui a été adoptée ce vendredi par l'Assemblée générale des Nations unies et qui porte sur l'accès à la justice pour les rescapés de violences sexuelles. Le texte adopté par consensus exhorte les États à prendre des mesures efficaces pour permettre aux victimes d'avoir accès à la justice, aux voies de recours et à l'assistance. Pour Amanda Nguyen, qui se bat depuis 6 ans pour ce texte avec son ONG Rise, son adoption est un symbole puissant. Nous sommes là, nous crions, nous disons que notre viol compte et vous devez le reconnaître. Pour Amanda Nguyen, c'est la première fois qu'une résolution autonome reconnaît le viol en temps de paix. Avant son adoption, des pays ont tenté de faire modifier le texte. Le Nigeria, soutenu par l'Égypte, la Malaisie ou l'Iran, a notamment réclamé sans succès la suppression des références aux violences sexuelles au sein du couple. Au cours d'un meeting dans la région de la mer Noire ce samedi, le président turc a mis en garde Athènes et prévenu que la Grèce paiera un prix élevé si elle continue de violer l'espace aérien turc et de harceler les avions turcs en mer Égée. Fin août, Recep Tayyip Erdogan avait affirmé que des avions turcs en mission en mer Égée avaient été visés par le système de défense aérienne de la Grèce et dénoncé une action hostile. Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la NASA vers la Lune a de nouveau été annulé ce samedi au dernier moment en raison d'un problème de fuite de carburant. Cette annulation, la deuxième en moins d'une semaine, fait subir un nouveau retard au lancement du programme Artemis qui doit permettre aux humains de retourner sur la Lune 50 ans après la dernière mission Apollo. L'actrice et militante états-unienne Jane Fonda a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux qu'elle souffrait d'un cancer du système lymphatique. Optimiste quant à ses chances de guérison, Jane Fonda a profité de son message sur Instagram pour dénoncer les inégalités d'accès aux soins aux États-Unis et pointer du doigt le rôle des combustibles fossiles et des pesticides dans les cancers. C'est à bord de l'Arctic Sunrise, le célèbre navire océanographique de l'ONG Greenpeace, que des militants et militantes ont jeté en mer d'énormes blocs de pierre cette semaine dans une zone marine officiellement protégée au large de la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Une action qui vise à empêcher la pêche industrielle et destructrice. La mise en place de ces rochers empêche immédiatement les pêcheurs aux chaluts de fond destructeurs d'opérer dans la zone. Cela les empêche de traîner leurs lourds filets de pêche sur les fonds marins, ce qui détruit l'habitat. Les blocs de calcaire qui pèsent entre 500 et 1400 kg sont censés créer une barrière protectrice, car au Royaume-Uni, les chaluts de fond sont autorisés dans la majorité des zones marines protégées. Si le gouvernement a la volonté de protéger certaines zones, il peut le faire. Il en a le pouvoir. Donc le petit acte que nous faisons est la preuve que cela peut être fait. L'ONG de défense de l'environnement appelle le ou la future chef du gouvernement britannique à interdire la pêche industrielle dans toutes les zones marines protégées en modifiant les licences de pêche. Cette action de Greenpeace intervient alors que des discussions à l'ONU ont échoué la semaine dernière pour établir un traité international pour les océans. Nous sommes en Cisjordanie, à une dizaine de kilomètres de Ramallah. Et ici, depuis 2005, se tient chaque année une fête de la bière. Difficile à croire dans le monde arabe, très majoritairement musulman. Autre particularité, l'événement est organisé par la marque de bière locale, Taïbeh, qui est dirigée par une femme. Depuis l'âge de 9 ans, je regardais mon père, mon oncle et mon grand-père faire tourner l'entreprise, explique Madis Kouri. J'ai tellement aimé ça que je suis rentré de Boston après avoir été diplômé de l'université pour gérer l'entreprise familiale et apprendre le brassage. Avec seulement 9 localités chrétiennes en Cisjordanie, principaux consommateurs d'alcool, la famille a toujours été obligée d'exporter, non sans difficulté. Personne ne s'attend à de la bière en Palestine, n'est-ce pas ? Ou à une femme brasseur en Palestine. Je suis d'accord pour dire que les femmes ont beaucoup de difficultés dans cette industrie. Et encore plus en étant dans un pays dominé par les hommes, un pays arabe mais également sous occupation. La jeune femme dit vouloir développer l'entrepreneuriat pour participer à la construction d'un État en Palestine. 16 000 personnes étaient attendues pour cette édition.